Bien, rebonjour à tous. Nous sommes de nouveau sur le forum de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la suite de nos tête-à-tête du jour. Alors après avoir voyagé au cœur de l'invisible hier et fait état des derniers progrès de la recherche en matière de lutte contre les pathologies oculaires aujourd'hui, il est temps pour nous de nous pencher sur un phénomène que nous avons tous expérimenté au moins un jour dans notre vie. Ce phénomène, ce sont les illusions d'optique. Alors c'est un phénomène qu'on connaît tous, mais qui reste assez mystérieux. Et justement, pour essayer de dissiper le mystère, nous avons la chance d'être accompagnés par deux chercheuses, Laetitia Grabeau et Laurie Gallas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci évidemment de nous accompagner, d'avoir répondu présent à l'invitation de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, je rappelle une chose, alors, je suis pas très à l'aise en anglais, mais je vais quand même essayer de bien faire les choses. Vous êtes toutes les deux chercheuses à l'Integrative Neuroscience and Cognition Center à l'Université Paris-Cité. Je me suis trompé ou c'était bon? C'est parfait, c'est exactement ça. Oui, on n'a pas de version en français du nom, donc... Non, mais c'est bien. En anglais, je trouve que ça a un certain cachet. Alors... Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a tous l'impression que notre vision est continue. Et il se trouve qu'à votre contact, j'ai compris que ça n'était pas exactement le cas. Non, c'est la question de laquelle on va partir aujourd'hui, c'est de se demander, en fait, est-ce que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit autour de nous, c'est aussi continu que ce dont on a l'impression de percevoir. C'est-à-dire, est-ce que la personne que je vois passer qui marche devant moi, est-ce que vraiment je vois tous ces micro-déplacements ou est-ce qu'en fait je ne perçois qu'une simple partie? À votre avis, est-ce que c'est... Alors, on a un peu gâché la surprise en disant que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais de l'impression que vous en avez, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment continu? Évidemment. Évidemment. Bon, tout ça pour introduire un peu cette question de, en fait, le cerveau, il va pas forcément percevoir tout de manière continue, et c'est ce qu'on va appeler la perception discrète. Et pour se rendre compte de ce phénomène, on va commencer un peu à s'intéresser à ce qui se passe dans ce type de vidéo. Parfait. Donc ici, on voit une voiture qui roule, et au fur et à mesure elle avance, on se rend compte que, on comprend pas bien. Elle avance ici vers votre gauche et pourtant les roues, on dirait qu'elles partent vers votre droite. Donc la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que ici, la voiture, elle avance dans un sens alors qu'on a l'impression que ses roues vont dans l'autre? Alors l'exemple de la voiture est très connu, celui de l'hélicoptère peut-être un peu moins. Exactement. L'idée, c'est de trouver des exemples un peu surprenants, un peu marrants. Ici, on a un hélicoptère qui décolle et pourtant, on a l'impression que ses pales ne tournent pas. Elles sont toujours quasiment au même endroit. Et enfin, un dernier exemple qu'on a pu trouver, c'est celui d'une roue de vélo, où ici, on va voir qu'au fur et à mesure du temps, le mouvement des rayons de la roue ne va pas aller exactement dans le même sens que le mouvement du boîtier qui est accroché juste derrière la roue, et ni dans le même sens que celui du frein qu'on voit, en tout cas du disque de frein qu'on voit en devant. Donc la question ici qu'on va pouvoir se poser, c'est si on part de cette roue-là. Donc on va prendre une roue beaucoup plus caricaturale pour comprendre ce phénomène-là. Et ce que fait la roue, on sait très bien que la roue, ici, elle va de gauche à droite. Et ma collègue va vous expliquer pourquoi on a l'impression qu'elle va dans l'autre sens. Je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée un jour en regardant une publicité pour une voiture. Donc effectivement, comme vous l'avez vu, on voit ces roues qui tournent dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Le point commun des trois exemples qu'on a eu là, donc c'est des moyens de transport effectivement, mais c'est pas ça le point commun qui nous intéresse ici. Le point commun, c'est que c'est pris en image avec une caméra. Donc en fait, on a une caméra qui prend des images, qui prend un nombre fixe d'images par seconde, et donc qui n'échantillonne pas l'information du monde autour de nous de manière continue. Juste une petite question, une caméra traditionnelle, c'est combien d'images par seconde? Alors la télévision, par exemple, c'est 50 images par seconde. D'accord. Donc on est à 50 Hz. Donc là, par exemple, on vous a schématisé la roue ici sur l'écran avec un petit rayon en rouge pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, on avait notre roue qui tourne comme ça. Ici, on vous a représenté les différentes positions de la roue dans le temps. Donc vous voyez qu'elle tourne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre caméra? Donc je viens de vous dire que la caméra, elle récupère différentes images de cette roue. Donc elle va prendre la première image, par exemple. Ensuite, il va y avoir un certain laps de temps avant laquelle elle va prendre la prochaine image. Pendant ce temps-là, la roue continue de tourner. On a ensuite la deuxième image qui est capturée par la caméra. La roue continue de tourner. Et la troisième image. Et donc là, maintenant, si on se focalise sur ce que la caméra a récupéré, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la roue va tourner dans le sens inverse. Donc en fait, ça va la vitesse des roues de la voiture, du vélo, de l'hélicoptère
par rapport à la vitesse de la prise d'image de la caméra est importante et va faire que des fois on va avoir l'impression que la roue est immobile ou alors qu'elle tourne même à l'envers. Donc voilà, ça c'est un problème qui est purement physique. Donc là on n'a pas parlé de cerveau encore, on a juste parlé de la caméra. Et maintenant je vais laisser Laurie, ma collègue, vous expliquer quel est le rapport avec le cerveau. Bah oui, parce qu'on a vu cette roue qui tourne dans le mauvais sens, parce que au vu de ce qu'a fait la caméra, mais du coup, quel est le rapport avec le cerveau ici? Et en fait, le rapport, c'est que le cerveau, il fonctionne un peu de la même manière. En fait, il va pas être capable énergétiquement, il n'a pas assez de ressources pour récupérer toutes les images tout le temps. Donc, il va récupérer, pardonnez-moi, que certaines images pour fonctionner exactement comme l'aurait fait une caméra. Il va échantillonner au cours du temps. Petite question, quand est-ce qu'on a commencé, justement, c'est parfait, quand est-ce qu'on a commencé à étudier ce phénomène-là? Parce que je pense que ça doit pas être très récent non plus. Alors donc la question justement de la perception discrète, donc discrète parce que discontinue dans le temps, c'est des questions qu'ont interrogé les chercheurs depuis très longtemps. Donc depuis la fin des années 1800, c'était déjà des questions qui étaient posées. Donc dans les années 1950, surtout, il y a eu un gros intérêt pour la question. Et comment les chercheurs faisaient pour se poser la question de est-ce qu'il existe des cycles perceptifs? Donc un cycle perceptif, ça va être justement cette idée que l'information est échantillonnée de manière discontinue plutôt du coup. Et donc pour se poser la question, les chercheurs ont utilisé des expériences où ils présentaient par exemple 2 images à des participants, donc des images qui se succédaient dans le temps, mais de manière assez rapprochée. Et ils posaient la question, est-ce que vous avez perçu ces 2 images en même temps ou de manière successive dans le temps? Et donc l'idée derrière, c'était s'il existe vraiment des cycles perceptifs dans la perception, alors si ces 2 images tombent au milieu d'un cycle perceptif, alors on devrait les percevoir en même temps, de manière simultanée. Si par contre on a une image dans un cycle, une image dans l'autre cycle, alors on perçoit les images de manière successive. Ensuite, on a eu une grosse révolution, une grosse découverte qui a pas mal changé les choses. C'est grâce à ce monsieur qui est ici sur l'écran, Hans Berger. C'est un psychiatre allemand qui a découvert l'électroencéphalographie, donc l'EEG, qui est une technique qui permet, en posant des électrodes sur la tête, de pouvoir enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et la première chose qu'il voit, ce monsieur Berger, c'est ce qu'on voit en dessous, là, c'est un signal du cerveau. Et ce qu'on voit à l'œil nu, c'est ces oscillations. Donc l'activité électrique, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez le lien, mais on voit justement cette idée de cycle qui se voit dans le signal du cerveau. Donc la grosse question qui se pose, c'est est-ce que ces oscillations dans le cerveau pourraient être le support des cycles perceptifs qu'on voit dans la perception? Ça, c'est une hypothèse que les chercheurs postulent à ce moment-là et qui vont essayer de creuser un peu plus. On est à quelle époque à ce moment-là quand ils commencent à formuler cette hypothèse? Alors là, sur l'EEG, Hans Berger, il découvre l'EEG vers les années 1926. Et ensuite, donc ce sera dans les années 50 qu'il y a des recherches extensives qui se font. On a une première étude qui est une étude assez importante de Varela, un chercheur qui va justement reprendre cette étude où donc ils prennent ces 2 flashs, ils demandent aux gens s'ils ont perçu les flashs de manière simultanée ou pas, et il va faire le lien avec les oscillations dans le cerveau, des oscillations qui oscillent à une fréquence de 10 Hz, donc on les appelle les oscillations alpha. Donc c'est des cycles de 100 millisecondes. Donc 100 millisecondes, c'est un clignement d'yeux, pour vous donner un peu une petite idée. Voilà, et donc je vais laisser Laurie pour faire la suite, pour les recherches un peu plus actuelles. Parce qu'on imagine bien que tout ça a évolué. Bah oui, du coup, donc à partir du moment où ils se sont rendus compte que on arrive à retrouver ce phénomène avec une caméra. Bon, alors la caméra, c'est pas un œil, mais quand même. On arrive à retrouver ces phénomènes oscillatoires dans le cerveau. On pourrait se dire, mais en fait, est-ce que l'œil, il pourrait pas percevoir exactement le même type de phénomène que celui qu'on voit avec la caméra? Et ils ont utilisé une illusion qu'ils appellent la roue qui scintille. Et avec cette illusion-là, en fait, c'est une roue qui va même tourner dans ce cas-là. Et
l'idée, c'est de savoir si les participants, directement avec leur œil, ils pourraient pas arriver à l'apercevoir allant dans le mauvais sens par rapport à la direction dans laquelle elle leur a été présentée. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est notamment des études de Van Rullen, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, ils arrivent à présenter à ces participants-là cette roue qui tourne vers la droite, disons-nous. Et les participants l'aperçoivent de temps en temps tourner vers la gauche. Et donc, les participants qui participent dans un cadre de laboratoire, qui reste quand même un cadre très précis, très calculé, millimétré, mais ils arrivent quand même à reproduire cet effet de la caméra avec l'œil directement. Ils arrivent à reproduire cet effet-là et ils se rendent compte en regardant, en fait, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils arrivent à avoir cet effet directement avec l'œil, ils vont se dire, on va regarder ce qui se passe dans le cerveau et ils vont mettre aux participants un EEG, comme ce que faisait Hans Berger. Et ils se sont aperçus que cet effet de roue qui va à contresens était corrélé avec le moment où dans le cerveau, on enregistrait le plus d'oscillations alpha. Donc, lorsque il y a une corrélation entre ces oscillations cérébrales qui sont aussi rapides qu'un battement d'œil, un clignement d'œil, et la perception de cette roue qui va dans le mauvais sens. Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être à nous montrer qui illustrent un peu votre propos? Évidemment, et je vais laisser Laetitia vous présenter le premier. Donc voilà, là pour le moment on a vu une illusion, c'était une illusion donc qui bougeait avec les roues qui bougent et qu'on voit dans l'autre sens. Là ici on va vous proposer une illusion qui est statique. Donc là vous avez une image sur l'écran, c'est une roue noire et blanche. Je vais vous proposer de fixer votre regard sur le cercle noir ici qui est à gauche de la roue, d'attendre un petit moment et vous avez en périphérie la roue noire et blanche donc dans votre champ de vision et dites-moi si vous apercevez quelque chose de curieux par rapport à cette roue. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Fixez bien le point noir au centre. Si je vous dis que, par exemple, si je vous dis que l'image est statique, est-ce que vous apercevez quelque chose qui est curieux par rapport au fait que c'est une image qui est statique, donc qui ne bouge pas? Alors, j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ça fait mal aux yeux, sur nous. Pourquoi ça fait mal aux yeux? Alors là, oui, la question qui se pose, c'est ça. Est-ce que vous avez une impression de clignement, de clignotement, de scintillement, exactement, au centre de la roue, surtout? Il ne faut pas regarder la roue directement, on regarde la roue sur le côté. Ah, là c'est catégorique, oui. Ce que vous pouvez faire aussi, donc une fois que vous avez bien fixé le point du dessus, à côté de la roue, vous allez voir ce point-là, en bas, le point noir. Voilà, donc là vous allez revoir la roue en image rémanente sur la droite de votre champ de vision, et là vous allez voir le scintillement aussi. Est-ce que tout le monde arrive à voir ou ouais. Alors, davantage celui du bas, manifestement. Ok, donc voilà, donc ce qui nous intéresse ici, c'est ce clignotement. Le clignotement de la roue qui, normalement, je vous rappelle encore une fois, c'est une image statique. Donc il n'y a pas de clignotement dans l'image là qui vous est présentée. Ça marche aussi si on l'imprime sur une feuille de papier, hein, c'est pas juste dû à l'écran ou quoi que ce soit. Et donc on a ce clignotement, et en fait, ça c'est une illusion qui a été utilisée dans les laboratoires de recherche et qui a mis en lien que ces clignotements qu'on percevait, ils étaient reliés aux oscillations qu'il y a dans votre cortex visuel, et que la fréquence de l'oscillation que vous voyez était corrélée à la fréquence de l'oscillation dans votre cerveau. Donc en gros, c'est un peu un moyen de voir vous-même vos oscillations cérébrales, cette illusion. Là, en voyant ce clignotement, vous voyez vos oscillations cérébrales. Donc là, c'était voilà, c'est une illusion assez sympa pour avoir justement cet aperçu, cette fenêtre sur notre cerveau. On va vous en proposer une autre encore. Elle fait peut-être moins mal aux yeux la prochaine. Alors, ça porte quel nom, cette nouvelle illusion? Cette nouvelle illusion, on va l'appeler l'illusion du retard visuel. Donc cette fois, on va vous demander de regarder au centre au niveau du rond bleu. Et je vais la démarrer. Voilà. Et donc tout en continuant à regarder au centre, vous allez me dire si la ligne bleue est tout à fait alignée à la ligne jaune lorsque cette ligne jaune apparaît, ou si c'est pas le cas. Là, pour le moment, on ne voit pas de ligne jaune. En tout cas, moi, j'en vois pas. Je ne sais pas si... Ah, ok. On va essayer oui, ça y est. de refaire. Alors oui.
Alors, ça peut venir de la fréquence d'affichage de l'écran, donc on va essayer de le refaire. Moi, je le vois très bien. Rien à voir avec ma fréquence cérébrale, hein. On est d'accord. Moi, je le vois très bien sur mon ordi, ça, et voilà. Voilà. Donc, ce que vous dites qu'on perçoit, c'est que le jaune est en retard. Alors, je peux vous affirmer, et on le verra juste après, que le jaune est en fait pile en face du bleu. C'est assez bluffant. Et voilà, là, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'est exactement ça, mais avec un cache devant pour que le jaune apparaisse que de temps en temps. Et pourquoi est-ce qu'il se produit ce phénomène-là? C'est encore une explication liée à nos oscillations cérébrales et au fait que la perception est discrète. Ça vient du fait que le cerveau va intégrer les informations. Si elles sont intégrées dans le même cycle, eh ben, on les verra alignées. Si elles ne sont pas intégrées dans les mêmes cycles, on ne pourra pas les voir alignées. Mais il y a un truc qui rentre en jeu ici, c'est que le cerveau, il va prévoir ce qui va se passer après. Et comme le bleu tourne, le cerveau est capable de prévoir qu'il va continuer à tourner. Et donc, comme il prévoit qu'il continue à tourner, il va le voir plus avancé que le jaune. Donc ça, c'est une expérience un tout petit peu différente, mais qui permet aussi de se rendre compte de cette discrétion dans la perception. Alors, une petite question. Donc, on a bien compris ce que c'était la perception discrète. Pourquoi alors on a l'impression qu'elle est continue, notre vision? Parce que c'est vraiment l'impression qu'on a tous. C'est lié à quoi? Donc effectivement, là, on vous a montré un peu des trucs pour essayer de voir cette discrétisation de la perception. Mais dans la vie de tous les jours, vous comme moi, on voit très bien en continu, il n'y a pas de problème de lag ou de saccade dans notre vision. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'à la différence de la caméra, le cerveau n'échantillonne pas seulement l'information de manière discrète, mais entre ces prises d'information, il va reconstruire, il va le faire de manière intelligente. Donc en fait, il a des modèles du monde qui restent dans le cerveau. Il n'est pas complètement passif comme une caméra. Une caméra, entre deux images, il ne se passe rien. Le cerveau, il se passe énormément de choses. Il reconstruit activement l'information, comme l'a montré Laurie juste avant, avec l'illusion de la barre qui tourne. Le cerveau, il va avoir ses reconstructions du monde, il va avoir ses interprétations, où il va dire, OK, là, il y a un objet en mouvement, je sais que le prochain mouvement, il va être à cette position-là. Donc, on va faire à chaque fois des inférences sur le monde. Et ça va permettre de remplir les trous, en gros. Donc, on pourrait dire que le cerveau, c'est une caméra intelligente, un stroboscope intelligent. Voilà. Alors, autre question, on a compris le phénomène. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour les explications. Mais moi, en grand profane que je suis, la question que je me pose, c'est... Ça sert à quoi tout ça, en fait? Quelles applications? Désolé, hein, c'est peut-être un peu abrupt. C'est joli, c'est pour la beauté aussi. J'imagine, c'est pour la beauté du geste. J'imagine. Au-delà de la beauté, même si nous on trouve ça très joli, alors il y a des applications qu'on pourra retrouver à plus ou moins long terme. Une première qu'on pourrait mentionner, c'est sur les interfaces cerveau-machine. À savoir donc comment est-ce qu'une machine va être capable de soit lire, soit envoyer de l'information au cerveau. Donc l'idée ici, ça serait d'arriver à décoder le signal du cerveau dans l'idée très lointaine d'aider des gens. Alors je vais prendre un exemple au hasard, mais par exemple on a vu des études là récemment sur aider à faire remarcher des patients paraplégiques. D'accord. Alors c'est vraiment très lointain et pas forcément lié à ça, mais c'est juste pour faire comprendre ce qu'une interface cerveau-machine va être. Sûr. Et donc cette interface-là, à un moment donné, elle a besoin de lire les informations du cerveau. Et au plus on saura ce qui se passe, donc on sait qu'il y a des oscillations, on va aussi étudier, voir comment elles sont réparties dans le cerveau. Et donc si on sait mieux comprendre ces informations-là et comprendre comment elles se répartissent, on pourra peut-être mieux traiter le signal qu'on enregistre du cerveau. D'accord. C'est à très très long terme. Hein. J'imagine. Je crois qu'il y a d'autres applications que celle-là. Hein. Donc il y a une autre application aussi qui touche le domaine de l'attention, parce que là, on vous a pas tout dit, on vous a parlé de la perception qui est discrète, mais en fait, il y a aussi l'attention, donc le fait de faire attention plus à la couleur de votre t-shirt, par exemple, etc. Se focaliser sur quelque chose, ça aussi, c'est un phénomène discret.
Et donc en fait, du coup, ça veut dire que mieux comprendre le phénomène de l'attention, en rajoutant par exemple donc ces mécanismes de discrétisation dans l'attention, ça permet comme application de mieux comprendre des troubles de l'attention. Donc je pense par exemple aux troubles des enfants qui ont des troubles attentionnels. Pareil, on est sur une échelle de temps longue, mais c'est les premières briques pour mieux comprendre comment ça fonctionne et donc après être mieux à même de résoudre les problèmes qui peuvent toucher les gens dans l'apprentissage, etc. Alors, quand on préparait votre intervention à toutes les deux, vous avez utilisé un terme aussi pour parler de ces fameuses applications, la kinétopsie. Alors là, c'est un mot qu'on triple, hein, j'en doute pas, au Scrabble. En revanche, moi, je ne l'avais jamais entendu. De quoi s'agit-il ? Alors, la kinétopsie, c'est une maladie qui a été reportée plusieurs fois, où en fait, ce sont des personnes qui vont être incapables de percevoir le mouvement. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est par exemple des gens qui seront, si on est immobile, seront tout à fait capables de nous percevoir sans problème. Dès qu'on va commencer à bouger, ça va devenir difficile pour ces personnes-là. Par exemple, ça va être très compliqué de traverser la route parce qu'une voiture, ça bouge tout le temps, ou presque, à part au feu rouge. Et alors, comprendre... Donc, en fait, c'est des personnes qui vont plus voir des arrêts sur image, un peu comme toutes les illusions qu'on vous a montrées. En fait, on voit plein d'arrêts sur image successifs. Donc, pareil, ça serait essayer de comprendre comment ces gens-là perçoivent le monde. Qu'est-ce qui ne va pas fonctionner chez eux ? Alors, on sait déjà quelles sont les aires touchées, qui sont des aires de la vision liées au mouvement chez ces personnes-là, et essayer de voir, comprendre exactement le phénomène chez eux, quoi. Quelles sont les oscillations qui ont des... J'entends bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux chercheuses sur la question des illusions d'optique ? Pas de questions. Écoutez, une petite question. Est-ce qu'on a tous les mêmes illusions optiques ou en fonction de chacun on peut avoir Alors, bonne question. Est-ce qu'on est doté de sensibilités différentes par rapport à ces illusions ou est-ce qu'on voit tous la même chose ? Alors non, évidemment, et c'est quelque chose que vous avez déjà dû expérimenter si vous étiez plusieurs à regarder un livre d'illusion d'optique et puis personne ne perçoit la même chose. Déjà, pour repartir très basiquement sur ce qu'on vous a montré, on vous a dit que la fréquence était à peu près un battement de cils, 100 millisecondes, donc toutes les 100 millisecondes. La réalité, c'est que ça varie très légèrement d'une personne à l'autre. Donc, on va être entre, 9 et 12 Hertz, donc entre un peu moins de 100 millisecondes et un peu plus. C'est ça qui fait la différence entre nos différentes appréhensions. Alors, c'est une des raisons. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres qui vont être liées, par exemple, à la quantité de cônes dans l'œil. Donc, les personnes percevront exactement les mêmes couleurs parce que personne n'a exactement les mêmes récepteurs aux couleurs. Il y en a énormément d'explications sur les illusions d'optique, mais en voilà deux. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête. J'en profite un peu pour parler de manière un peu égoïste de ce que j'ai fait, parce que ça touche vraiment à ça. Et justement, en fait, moi, ce que j'ai regardé dans mes recherches, c'est des différences entre les gens dans la perception de la chronologie entre les événements. Et en fait, ce que j'ai vu et mis en évidence, c'est que vous, par exemple, si je vous montre un flash 100 millisecondes après un son, vous allez percevoir le flash d'abord. Par contre, votre voisin, il va percevoir l'inverse d'abord. Et de manière répétée, stable. Et donc ça, potentiellement, ça pourrait être lié à la structure même de votre cerveau, peut-être les câblages entre les différentes aires qui font que chez vous, ça sera perçu comme simultané et chez votre voisin, ce ne sera pas le cas. Donc on a une perception du monde qui est légèrement différente entre nous. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Juste moi, une petite question concernant vos recherches respectives. Parce que évidemment, les illusions d'optique, vous nous faites l'amitié de faire une présentation là-dessus. Vous étudiez quoi précisément, toutes les deux ? Ok, allez. Alors moi, j'ai fait une petite slide parce que c'est un tout petit peu plus facile à expliquer si je vous montre en même temps. Donc, on a parlé de ce phénomène de perception discrète. Donc, par moment, on dit qu'on est dans des phases où on perçoit très peu, et puis où on est peu performant, et puis parfois dans des phases où on est très performant.
Et moi, je m'intéresse à ça dans le cadre de l'attention plus que de la perception, mais c'est le même phénomène. Parfois, on sera meilleur, parfois moins bon, toutes les 100 millisecondes à peu près. Et ma question, c'est de savoir, mais alors, pourquoi on est meilleur? Pourquoi on est moins bon? Parce que c'est bien beau de savoir qu'on est meilleur et moins bon, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre perception? Et on a montré des tâches. Alors ça, c'est une idée schématique de ce qu'on a fait faire aux participants. Une fois que leur attention a été dirigée quelque part, on leur a demandé de retrouver quelque chose dans une image plus grande. Donc ici, on vous demande de retrouver la maison rouge parmi la représentation d'immeubles et de maisons plus basses. Et on s'est aperçu que les gens utilisaient deux moyens pour être meilleurs. Donc quand ils sont dans les phases bleues, dans les phases de haute perception, il va y avoir d'une part un mécanisme de suppression. Donc on va supprimer, on va moins traiter les informations au niveau des aires visuelles qui ne sont pas liées à cette maison-là. Donc on va moins traiter les immeubles plus grands, on va moins traiter les immeubles qui ne sont pas de la bonne couleur, qui n'ont pas la bonne forme, etc. On va les supprimer. Et il va aussi y avoir un phénomène d'augmentation qui, si je représenterai par un grossissement de la maison qu'on recherche, en gros, ce qui va se passer, c'est que les informations liées à la maison qu'on recherche vont être en priorité mieux traitées par le cerveau. Donc voilà en gros ce que je fais. C'est pas mal. Laetitia, peut-être que vous voulez ajouter un mot, vous nous avez déjà vaguement expliqué Peut-être, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est une dernière petite illusion qui est assez sympathique aussi. Pareil sur la perception discrète. Faut peut-être que je mette play. Ouais, je vais faire ça. Hop. Qui est aussi très sympathique. Voilà. Je vais vous la remettre. Hop. Donc ça marche pas seulement sur les moyens de transport, ça marche aussi sur les oiseaux. Sur les êtres vivants, sur les oiseaux. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, pareil, le même phénomène, on voit que le battement des ailes en bas du battement complet de l'oiseau. Et donc on a l'impression qu'il est immobile et qu'il est tenu par un fil. Voilà. Et pourtant, il vole. Là, on voit un petit artefact ici de l'aile qui reste en haut si on regarde bien. Mais voilà, ça marche aussi avec les oiseaux. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces explications. Merci à vous. Merci.